Ça me fait plaisir d'introduire notre conférencier en ce moment qui s'appelle Claude Perrault, qui est un leader en cybersécurité et en risque d'entreprise avec la firme Levio. Monsieur Perrault, c'est tout à vous. Merci. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être ici. Vous allez comprendre rapidement que je suis tombé dedans plus jeune, la confiance numérique. J'ai un passé, en fait, où je vendais et je dispensais de la confiance numérique. Je suis notaire de formation, donc ce qu'on vend comme notaire de formation, c'est de la confiance. Et j'ai opéré pendant 2 périodes de 3 ans, des tiers de confiance qui, en Europe, sont très populaires, ici moins connus, mais j'ai opéré des tiers de confiance pendant 3 ans. Donc, je me suis fait mettre à l'épreuve régulièrement pendant 6 ans pour voir si mes mesures de sécurité et de contrôle étaient solides, étaient adéquates, puis répondaient au niveau comme on me demandait. La clientèle était beaucoup le monde bancaire, le monde des assurances. Donc, et aujourd'hui, la confiance, elle est quasi nécessaire dans tous les domaines. Évidemment, 15 minutes, c'est pas long. Je vais essayer de faire un portrait très rapide de ce qu'on peut discuter ensemble. En fait, je vais vous faire une mise en contexte très rapide. Je vais vous donner ma version de ce qu'est la confiance numérique. Elle n'est pas juste technologique, elle est affaires, elle est légale, elle est à tous les niveaux. Qu'est-ce que la sécurité des tiers? Quels sont les risques qui sont associés à en fait, les risques associés aux tiers? Pourquoi que la confiance est essentielle dans un écosystème numérique? Et quelles sont les solutions pour mitiger les risques associés aux tiers si j'ai le temps de me rendre là? En fait, pour ma définition de la confiance numérique, c'est qu'elle doit être la pierre d'assise sur laquelle repose toute société qui est de plus en plus connectée et qui est dépendante envers la technologie. Je n'ai pas besoin de faire de dessin. On est tous dépendants de la technologie aujourd'hui. L'Internet tombe demain matin, on n'est plus capable de travailler. Sécurité des tiers aussi fait dorénavant partie de notre écosystème numérique, puis on doit en prendre nécessairement compte dans nos évaluations de sécurité. Puis ça doit être une préoccupation qui est au cœur des dirigeants d'entreprise à tous les jours. Elle est aussi un des principaux enjeux de sécurité, de cybersécurité. Puis moi, j'aime bien dire que c'est un vice caché qu'il y a dans la confiance numérique parce qu'on a beau se blinder de tout bord, de tout côté, mais il reste qu'on ne gère pas et on ne contrôle pas la sécurité des tiers. Donc, c'est ce que moi, je considère un vice caché. Ça, c'est mon terme légal pour le nommer, mais je considère que c'est un vice caché. Puis, évidemment, c'est présent dans toutes nos vies, transactions financières, même des échanges personnels, les espaces collaboratifs, nos données personnelles, la collaboration en ligne. On n'a pas le choix, il faut en tenir compte. J'aurais plusieurs exemples à vous donner. On a beaucoup de clients, nous, avec qui on intervient au niveau de la sécurité des tiers. J'ai vu toutes sortes de choses. Je vais vous en parler dans les risques tout à l'heure, mais sans nommer personne parce que c'est un peu délicat. En fait, la sécurité des tiers, la confiance numérique, en fait, à part du principe de base que les technologies, les plateformes et les acteurs numériques agissent toujours de manière fiable, agissent de façon sécurisée, éthique puis conforme aux attentes de celui qui va utiliser vos systèmes. Ce qui n'est pas toujours conforme. Deuxième élément, réponse à la croyance que nos données sont protégées, que les systèmes sont sécuritaires et qu'on est en confiance quand on travaille quand on transige avec une entreprise ou une organisation publique. On touche aux deux dans mon domaine, le public et le privé, et il y a on rencontre toutes sortes de situations. Est aussi essentiel pour favoriser l'adoption des services numériques en ligne. Donc, si les gens n'ont pas confiance en vos systèmes, à vos environnements, ils ne les utiliseront pas. Ils vont continuer à vouloir être papier. Je pourrais vous donner une tonne d'exemples où les gens continuent de faire affaire papier parce qu'ils n'ont pas confiance aux services en ligne. Ça existe encore, et surtout dans les services publics, je vous dirais, mais aussi dans les services privés, dans les entreprises privées. Elle repose aussi sur la garantie que les interactions en ligne respectent la vie privée. Donc, il faut s'assurer, évidemment, dans les recommandations que je fais toujours, c'est une préoccupation de base maintenant, la loi 25 au Québec, la RGPD en Europe, la PIPEDA qui va être changée bientôt au Canada, qui est le projet de loi C-27. Donc, il faut se préoccuper de tout ça. Évidemment, de la loi découlent des exigences de sécurité, découlent des mesures de sécurité et de contrôle qu'on veut ou on doit mettre en place.
En fait, c'est basé aussi sur le fait que les individus sont respectés puis ont confiance en nos systèmes. La sécurité des tiers, ma définition est très simple. C'est un ensemble de pratiques, de services et de technologies qui permettent d'identifier les risques, en fait, et de les mitiger. Je vous dirais que c'est probablement le mot le plus important, mitiger ces risques-là, à les intégrer dans les contrats. Moi, je peux vous dire que j'ai revu certains contrats de Lévio, il y a 3 ou 4 ans. J'ai revu plusieurs contrats de clients et les ententes de service qu'on appelle vulgairement les SLA de niveau de service. Et je peux vous dire que les mesures de sécurité et de contrôle ne sont pas très présentes. Les exigences de sécurité, il n'y en a à peu près pas. C'est tout de la technologie dont on parle, la disponibilité. On parle très peu de l'intégrité, très peu de la confidentialité. Donc, les contrats, c'est le nerf de la guerre. Les SLA aussi, les ententes de niveau de service, c'est un des nerfs de la guerre. La deuxième définition qu'on peut en donner, c'est un élément aussi qui est structurant, qui contribue grandement à la confiance numérique. Quand on contrôle bien nos tiers, qu'on a un écosystème qui est égal partout, qu'il n'y a pas de maillon faible dans la chaîne de confiance, bien, on est bien protégé. On n'est pas à l'abri de tout, mais on est bien protégé. Puis, la gestion des risques liés aux tiers, elle devient essentielle dans une stratégie de sécurité de l'information de toute organisation de nos jours. Si on ne s'en préoccupe pas, vous lisez les journaux comme moi aussi, il y a des assureurs, il y a des banques, il y a des entreprises privées qui sont victimes d'une attaque à leur réputation, mais c'est pas de leur faute. Ça vient d'un tiers, d'un fournisseur, d'un partenaire. Ça peut être, dans notre cas, un sous-traitant, ça peut être un pigiste. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas soumis aux mêmes règles de sécurité que nous. Donc, ça peut devenir très préoccupant pour une entreprise. Et la réputation, il y a un principe qui dit en droit, l'imputabilité ne se délègue pas. Vous pouvez déléguer la gestion et l'opération d'un service, d'un système, mais vous demeurez toujours imputable. Et être imputable, c'est-à-dire que le jour où il y a un problème, ce n'est pas le sous-traitant qui se retrouve dans les journaux, c'est vous. Donc, c'est un élément important à tenir compte quand on travaille avec des tiers. En fait, aujourd'hui, si je prends notre cas à nous, on travaille exclusivement avec des tiers. On n'a à peu près aucun environnement technologique chez nous, donc la préoccupation est très grande. C'est quoi les risques qui sont associés aux tiers? Bien, c'est le bris de la chaîne de confiance qu'on propose à notre clientèle, interne ou externe. Ça veut dire quoi? Inaccessibilité de l'information ou des services. Ça veut dire bris de confidentialité. Ça veut dire accès et divulgation non autorisée. Ça veut dire compromission de la chaîne d'approvisionnement, non-conformité législative, réglementaire, normative et contractuelle. Vous seriez surpris de voir le nombre de clients qui ont des obligations contractuelles relativement à la sécurité des tiers qui leur sont imposées par un donneur d'ordre et qu'ils ne respectent pas du tout. Et le donneur d'ordre, bien, souvent, il ne s'en préoccupe pas. Moi, j'ai été personnellement intéressé dans quelques dossiers où les clients me disaient « Hey, dans 1 an, je perds mon contrat, je ne suis pas conforme à ISO 26001, je ne suis pas conforme à SOC 2 type 2 ». Là, ça devient une préoccupation de l'entreprise, ça devient une priorité. Donc, les côtés contractuels est drôlement important. La conformité aussi. Dans d'autres contrats, il y a puis nous, on est soumis à ça dans certains cas. On doit se conformer à une norme précise comme ISO 26001. Nous sommes ISO 26001. Bien, il faut s'assurer du maintien, il faut s'assurer qu'on est conforme. On ne fait pas juste de l'écrire, mais on dit ce qu'on fait, puis on fait ce qu'on dit. Donc, c'est une moto chez nous, mais c'est quand même, je pense, un bon principe à appliquer. Les sanctions administratives aussi, c'est un risque important. Ici au Québec, on est assez protégé avec la loi 25, c'est 2 4 tout dépendant du type d'infraction, mais ils sont limités. À RGPD, les amendes sont beaucoup plus élevées. Donc, c'est une préoccupation aussi, c'est un risque important. L'impact financier, quand on parle d'une sanction, bien, on parle d'une amende souvent, donc, ou des sanctions administratives, donc des choses à changer, sous peine de perdre un contrat ou de perdre une licence quelconque. Et pour moi, le plus important, c'est la perte de réputation. Évidemment, une réputation, ça se bâtit lentement, mais ça se détruit très, très rapidement. Donc, pourquoi que la confiance est importante? Bien, vous allez comprendre que la confiance est essentielle dans un écosystème numérique. Bien, c'est tout ce qui concerne la sécurité des données,
l'intégrité de l'information des transactions, la disponibilité des services. Donc, ça fait partie d'un niveau de confiance qu'on offre à notre clientèle. Le respect de la vie privée, très important. Crédibilité d'une organisation. Donc, adhésion aux services en ligne, et je vais vous en donner une bonne, assurabilité d'une organisation. On est appelé à intervenir régulièrement chez des clients qui se sont fait refuser une assurance cybersécurité. Pourquoi? Mesures de sécurité de contrôle, répondent pas aux exigences de sécurité imposées par le contrat d'assurance, ils les ramènent faire leurs devoirs, on les aide, on les accompagne pour se rendre conformes aux exigences des compagnies d'assurance et par la suite, là, ils peuvent obtenir. Mais l'assurabilité devrait être une préoccupation, je vous dirais, très importante. Puis elle fait partie de la confiance qu'on peut aussi projeter envers nos partenaires, envers les fournisseurs, envers, en fait, notre clientèle et nos partenaires. La conformité, je l'ai mentionné tout à l'heure, mais c'est quand même une préoccupation importante et la réputation. Je vais juste vérifier si je ne dépasse pas mon temps. Donc, c'est quoi les solutions pour mitiger les risques? Bien, il y en a plusieurs. Je vais vous en donner quelques-uns. On en a appliqué plusieurs de ceux-là chez nous. Donc, c'est la mise en place en fait, c'est toute la mise en place de politiques, processus, mesures de sécurité et de contrôle. C'est entre autres politique et processus de gestion des risques liés aux tiers, qui tient compte par contre de la valeur de l'information, le niveau d'exposition au risque et puis le contexte d'intervention. Évidemment, c'est pas vrai que tout le monde a besoin du même niveau de sécurité, donc il faut toujours graduer ça en fonction de ces trois facteurs-là. Puis évidemment, dans les choses qu'on peut mettre en place rapidement, puis vraiment pas très coûteux non plus, c'est tout ce qui est les politiques, processus de gestion des risques liés aux tiers. La revue diligente des ententes contractuelles. Je peux vous dire, chez nous, que ça a fait un branle-bas de combat parce qu'on a fait ressortir toutes les ententes contractuelles qu'on avait et on était obligé d'en revoir une grande partie pour s'assurer qu'on était protégé. Et tous les nouveaux contrats doivent passer à travers la moulinette de la politique de gestion des risques liés aux tiers chez nous. Donc, tout ce qui est aussi, il faut s'assurer évidemment qu'ils soient au même niveau que nous, qu'ils ne viennent pas briser la chaîne de confiance. Donc, le niveau de sécurité et le niveau de confiance doit être similaire ou supérieur. Dans certains cas, on est très content qu'il soit supérieur. Revue des ententes, j'ai oublié de le mentionner, mais les ententes de service aussi font partie de la revue diligente qu'on doit faire. Exiger des preuves aussi. Dans certains cas, ça va être une déclaration de l'entreprise. Dans d'autres cas, ça va être l'attestation, un questionnaire, l'attestation ou une certification qui va servir de preuve. Ça peut être ISO 25001, ça peut être SOC 2 type 2, ça peut être différents types de certification ou d'attestation. Bien, assurez-vous des avoirs en main, puis assurez-vous qu'ils soient renouvelés aussi. Parce que c'est facile d'avoir une certification, la maintenir, c'est une autre chose. Donc, ça, c'est un élément important. Incorporer aussi des exigences de sécurité ou de conformité dans les ententes. Ça, je vous dis faire la revue diligente, mais il faut aussi en mettre. Nous, on a des sous-traitants, on a des pigistes, on a des gens qui travaillent pour nous. Donc, dans tous les contrats, on incorpore ces exigences de sécurité. Donc, par exemple, les gens qui viennent comme conseillers chez nous, bien, ils doivent respecter nos politiques de sécurité, en prendre connaissance. Ils sont soumis à un ensemble de règles de sécurité. C'est pas leurs règles, c'est nos règles. Donc, ça, c'est quand même important comme exigence ou mesure qu'on peut mettre en place. Puis après ça, on tombe plus au niveau de la technologie, mais vous ne m'entendrez pas parler beaucoup de technologie. La technologie, c'est un moyen pour assurer ce que je viens de vous dire. Au niveau technologique, bien évidemment, il y a le niveau légal, en fait, des ententes de non-divulgation puis de confidentialité. Vérification des antécédents aussi, des gens qui travaillent avec nous. Nous, on exige dorénavant que les gens passent une enquête de sécurité, drôlement important. Avoir un accès au système qui respecte les principes de base, en fait, en sécurité, moins de privilèges, besoin de savoir, la séparation des tâches, la défense en profondeur, l'authentification qui correspond aussi au niveau de risque identifié, double facteur, multifacteur, la surveillance active des événements et des incidents de sécurité. Nous, on a maintenant des clients qui ont des courtiers, par exemple, et ils surveillent l'activité, les événements et les incidents de sécurité des courtiers qui travaillent pour eux, parce que souvent, les failles viennent du plus faible maillon de la chaîne, et c'est arrivé à certaines occasions que la faille vienne du courtier. Et qui a en place aussi un processus de gestion puis de réponse aux incidents. J'aurais pu vous en nommer une liste à l'infini, mais ça fait partie des éléments de base qui doivent être mis en place, à mon avis.
Je vous remercie de vos attentions. Si jamais vous avez des questions, je demeure disponible ou même si vous voulez en poser tout de suite, je demeure disponible.